Comment intervenir après un tel orateur? Enfin, je veux dire, Jean-Christophe, là, je suis humilié. Enfin, bon, voilà. Ça, c'était pour le remercier. Merci, Laurent, pour ta confiance. Je ne sais pas où il est, mais ça me fait très, très plaisir d'être avec vous ce soir. D'autant plus que pendant 11 ans, j'ai été prof à Sciences Po Rennes. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette région, cette ville en particulier. C'est un très bon IEP, d'ailleurs, également. Je suis heureux de pouvoir aussi vous annoncer que, puisqu'on m'a donné 50 minutes, j'en prendrai bien sûr 55, et vous donner un rendez-vous qui n'est absolument pas mercantile et lucratif. J'organise chaque année dans la bonne ville de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados, les rencontres internationales géopolitiques. Ça dure 2 jours, il y a 8 tables rondes, c'est de la très haute géopolitique. On se régale, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, et c'est dans la grande salle des gouverneurs du casino de Trouville. Cette année, la thématique, ce sont les frontières. Voilà, avec 2 grands témoins, Bertrand Badi, 40 ans de bons et loyaux services à Sciences Po Paris, professeur émérite de relations internationales, et le grand témoin qui clôturera cette journée, ces 4e rencontres, c'est le philosophe Régis Debray. Voilà, donc sur les frontières, et j'ajoute d'ailleurs que le dimanche après-midi, il y aura un récital de violon donné par Anne Gravoin pour adoucir les mœurs géopolitiques. Voilà. Donc merci beaucoup de votre patience, d'ores et déjà, de votre confiance. Je vais intervenir de manière extrêmement concrète. D'abord, 2 points introductifs, puis 3 phénomènes géopolitiques contemporains extrêmement importants, très lourds, qui vont vraisemblablement nous préoccuper pendant encore de longues années, sinon plusieurs décennies, et 2 points conclusifs. J'ajoute un point, je le dis ailleurs, et notamment à Sciences Po, il n'y a pas de raison que je le dise pas ici, il y a aucune question bête. Hein. Donc, posez toutes les questions, je peux répondre, je réponds, si je ne sais pas, je ne sais pas, mais enfin, n'hésitez pas, je ne comprendrai strictement rien à vos métiers respectifs, même si vous me les expliquez pendant longtemps, je crois. Donc je ne vais pas vous en vouloir de ne pas nécessairement être des dieux de la géopolitique. Sinon, ça ne sert à rien que j'intervienne ce soir. Donc très sincèrement, n'hésitez pas. Premier point introductif. Lorsqu'on parle de géopolitique, on fait souvent de la géopolitique à la manière dont M. Jourdain faisait de la prose. Au fond, c'est un terme qui est devenu extraordinairement galvaudé. Or, il y a une définition, celle de mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, qui a 89 ans, qui a fondé dans les années 70 avec la revue trimestrielle Hérodote, à ce jour la plus ancienne et à mon avis la meilleure revue géopolitique existante, étant français bien sûr, il a fondé donc le courant de pensée moderne géopolitique. C'est l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires et des représentations qui y sont attachées. Il n'y a pas de géopolitique sans rivalité de pouvoir. Et les rivalités de pouvoir entre les États mènent quasi systématiquement au concept de souveraineté. C'est pour la souveraineté, son renforcement, son recouvrement, si on l'avait perdu, son acquisition si on ne l'a jamais eu, qu'on fait le plus souvent la guerre. Ça ne veut pas dire qu'on ne la fait pas nécessairement pour l'économie. Quand on la fait pour l'économie, on la fait pour obtenir des ressources, notamment des ressources minières ou minérales commercialisables qui se trouvent en deçà d'une frontière. Donc la frontière, c'est la souveraineté. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Il n'y a pas de géopolitique sans rivalité de pouvoir. Et des rivalités de pouvoir sur des territoires. La géographie ne peut en aucun cas être balayée d'un revers de main. Alors je le dis en insistant un petit peu, je m'excite un peu sur la géographie. D'abord je suis un petit peu géographe, mais surtout parce que Internet devient une espèce de fantasme. Ou plus exactement, par paresse intellectuelle, beaucoup d'observateurs considèrent que, au fond, la géographie n'a plus beaucoup d'importance parce que maintenant tout se passe dans les ordinateurs. Mais vous pouvez très bien disposer d'une capacité de nuisance en termes de cyber, que vous soyez russe ou pas d'ailleurs, et les autres puissances s'en donnent à cœur joie aussi, c'est pas exclusivement russe comme spécialité, et casser les systèmes informatiques d'un pays quel qu'il soit, ce n'est pas pour cela que vous disposerez de la souveraineté sur ce pays. Vous pouvez l'affaiblir, oui, comme vous pouvez l'affaiblir sur le plan commercial, sur le plan militaire, sur le plan moral, sur le plan institutionnel. Eh bien, vous pouvez aussi l'affaiblir via les ordinateurs et les cyber. Très bien. Vous n'aurez pas nécessairement la souveraineté sur ce pays. Au fond, moi j'ai tendance à dire que le cyberespace est un 4e théâtre d'opération. Après le terrestre, l'homme fait la guerre depuis extrêmement longtemps, pas souvent, je conclurai avec ça, je vous rassure, pas souvent, très rarement d'ailleurs. Enfin, il l'a fait depuis très longtemps, sur la Terre. Depuis
la basse antiquité, peut-être un petit peu avant, il l'a fait sur les mers. Il fait la guerre, il fait la paix aussi sur la mer. Il fait du commerce, du transport sur les mers. Depuis 1914, là c'est daté, hein, depuis 1914 très exactement, l'homme se bat aussi dans les airs. Et puis il transporte aussi, puis il fait du commerce. Dans les... Bon, et ben depuis les années 2000, 2010, l'homme fait tout ça aussi sur le cyberespace. Voilà. Il n'y a pas de quoi fouetter un géopolitologue, hein, ça va quoi. Je veux dire, c'est ok. C'est pas non, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution. Techniquement, ça change pas mal de choses. Ouais, comme techniquement, l'aviation a changé énormément. Voilà. Et quand le fusil a remplacé l'arbalète, oui, bah, d'accord, oui, c'est plus dangereux et ça tire plus loin. Un fusil, c'est une arbalète. Hein. Bien. Donc, si vous voulez, je suis toujours très très méfiant quant aux grandes, enfin aux conclusions hâtives sur ce qu'il y a de plus révolutionnaire avec Internet. Entre parenthèses, je vous le dis, dans les années 50. C'était la même chose. Les modes de réduction de la géographie, c'était parce qu'il y avait des missiles intercontinentaux. Le missile intercontinental, il se fiche bien des marais les plus putrides, des forêts équatoriales les plus épaisses et des massifs les plus élevés. Oui, très bien. On s'en est servi? Non. On ne serait pas là pour en parler. Hein. Voilà. Donc si on ne se sert pas des armes les plus puissantes et les plus destructrices, par définition parce qu'on ne veut pas mourir soi-même, on va utiliser des armes de moindre importance. Et moins les armes sont puissantes, plus la géographie reprend ses droits. Et j'ai l'habitude de dire que l'arme de destruction massive à la fin du XXe siècle, ça n'a bien sûr pas été le missile intercontinental, ça n'a pas été la tête nucléaire, on ne serait pas là pour en parler encore une fois. Ça n'a même pas été le char, l'hélicoptère ou le fusil, ça a été la machette en Afrique. Voilà. Donc, et les représentations, hein, les perceptions collectives, identitaires sur des temps longs. Tout cela, c'est vraiment la géopolitique. Deuxième point introductif, la puissance. On ne va pas se le cacher, quand on parle géopolitique, on parle puissance, autrement dit capacité d'agir. Là aussi, j'aime bien la définition sûre, en quelque sorte. La puissance, mais ça ne vaut pas que dans le militaire. Hein. Pensez entreprise, hein. Pensez monde de l'économie. La puissance, c'est faire. Faire, empêcher de faire, et refuser de faire. Voilà. Je répète, faire, empêcher de faire, refuser de faire. Alors, si vous me trouvez quelque chose de plus malin, qui n'intégrerait pas en quelque sorte cette définition là vraiment, je vous offre un excellent chocolat chaud à Paname. Je tourne autour de ça depuis pas mal d'années, je vois pas. Faire, empêcher de faire, refuser de faire. Les États-Unis d'Amérique peuvent pratiquement tout faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais ils décident quand bon leur semble, où bon leur semble et face à qui bon leur semble, de faire. Et ils peuvent empêcher de faire pas mal de choses. Ils ne peuvent pas l'intégralité, ils peuvent beaucoup. Alors, ils peuvent refuser ça, c'est une évidence. Ils peuvent faire par d'autres. La France aussi le peut. Au Sahel. Bon, ben c'est déjà ça. C'est déjà ça. On peut faire par des troupes, par des amis, par des troupes alliées ou amis, plus ou moins. Bon. On peut refuser de faire. En 2003, on refuse d'aller suivre Bush-fils en Irak. Bon, pour pas grand-chose finalement, ça s'est fait, malgré nous. En tout cas, on a refusé de faire. On n'a pas pu empêcher. Okay. On est une puissance, une grande puissance pauvre. On est loin derrière, comme les Britanniques et les Russes d'ailleurs. Bon, la Chine étant un cas un petit peu à part pour l'instant. Donc vous voyez, en fond, il y a une seule grande puissance riche dans le monde qui est capable de cela, sans nécessairement réussir, mais qui a la capacité d'enclencher, d'engager, avec de véritables espoirs de réussite. Au fond, c'est ça la puissance. Mais je crois que c'est vrai dans l'ensemble des domaines, et pas du tout seulement dans le domaine géopolitique et militaire. Hein. Trois phénomènes, vous ai-je dit, trois phénomènes géopolitiques contemporains qui me semblent extraordinairement importants. Le premier, c'est celui que j'ai appelé l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Alors, c'est pas nouveau. Moi, je pense que depuis les premières cités sumériennes, les prêtres, au sens générique, au sens large du terme, hein, monothéistes ou pas, et quels que soient les trois grands monothéismes, hein, les prêtres, les hommes de foi, les oracles, les scribes, de manière générale, ont toujours cherché à instrumentaliser le religieux au profit du politique et suivi en cela par des chefs d'État qui trouvaient extrêmement commode cette façon de tendre le ressort des énergies nationales et de jouer sur les représentations que j'évoquais, donc sur ces perceptions identitaires, collectives, sur des temps longs, brodéliens, sur ces passions. Mais alors là, si vous voulez,
avant Sumer, à Sumer, si vous voulez, on est avant Voltaire et Rousseau, quoi. On est avant les révolutions, on est avant les Lumières, on y revient, mais alors. Et puis alors, je ne vous parle pas d'une quelconque tribu exotique de gens tout nus dans une forêt quelconque. Là, je vous parle aussi du monde occidental. On n'est ni plus malin ni moins malin que les hommes tout nus dans les forêts. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Trump, il surinstrumentalise le religieux au profit du politique. Commençons par lui, à tout seigneur, tout honneur. Je veux dire, seigneur parce que c'est le président de la principale puissance mondiale. Bon, pas en termes de QI. Donc, Trump, il instrumentalise comment? Il ne pensait pas avoir le pouvoir. Il l'a. Il aime bien le job. Bon, ça s'est joué à très peu. D'ailleurs, il a perdu en nombre de voix face à Mme Clinton. Bon. Donc, il veut être réélu la prochaine fois. Il a besoin des évangélistes. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, moi je l'ai consacrée à un patelin dont personne ne parle jamais, Jérusalem. Donc j'ai soutenu presque jour pour jour, d'ailleurs, il y a enfin je sais plus, en 97, le calcul, bon, on s'en fout. À l'époque, moi, ça m'intéressait, les évangélistes, parce que Jérusalem, on s'intéresse aux trois monothéismes. Il y avait entre 40 et 45 millions d'évangélistes aux États-Unis. Il en a aujourd'hui entre 80 et 85 millions. Et je ne vous parle que des États-Unis. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au Brésil. Bon, au Brésil, entre 10-15% de la population, c'est catholique, donc c'est converti à l'évangélisme en moins de 20 ans. Résultat, très concret, très tangible aujourd'hui, un président évangéliste au dernier degré. Okay, et le Brésil, c'est pas une petite puissance. Donc, revenons à Trump. Trump, il joue sur les évangélistes, donc, d'abord, il arrête de dire des cochonneries, il dit des bêtises, mais il dit moins de cochonneries que pendant sa campagne électorale. Vraiment. Et ça n'a jamais été un pilier d'église, donc il faut bien convaincre que quand même... Il transfère l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est pas pour obtenir les voix juives américaines, il les aura pas. Les juifs américains, ils votent démocrate. Non seulement ils votent démocrate, mais ils votent dans des États démocrates et qui ne sont pas des swing states. Donc il les aura pas. Bon, et les moyens, il les a. Donc c'est pas le problème, faut pas fantasmer. Les évangélistes, qui eux, là on n'a pas le temps de le développer, si vous avez des questions évidemment je répondrai, qui eux considèrent Jérusalem comme un point nodal dans leur scénographie eschatologique. C'est extraordinairement important, on pourrait y revenir. Bien, ça ne lui coûte pas grand-chose, hein. Et j'y reviendrai, de toute façon, le monde musulman est tellement déchiré que... Bon, c'est pas... D'ailleurs, il y a eu très très peu de réactions, y compris des Saoudiens, c'est pour vous dire. Bon, donc, il le fait. Mais il le fait pas parce qu'il est passionné par Jérusalem. Je pense très sincèrement qu'il s'en fiche. En revanche, ça va l'aider en interne. Bon, eh bien ça, c'est un exemple d'instrumentalisation du religieux au profit du politique. D'accord ? Monsieur Poutine, qui n'a jamais été considéré non plus comme un pilier d'église. Il a été officier du KGB. Non mais, hein ? Bien. Donc là, il ne faut pas se moquer du monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de devenir d'abord tolérant, ensuite croyant, voire pratiquant. Simplement, il n'a rien écrit à ce sujet. Hein, et il n'a rien dit à ce sujet. C'est par conséquent très étonnant de constater que lorsque des chasseurs-bombardiers russes Sukhoi partaient il y a quelques années de cela seulement pour aller bombarder les terroristes réels ou présumés à Alep, il se flanquait, lui, Vladimir Poutine, de pop, y compris d'ailleurs parfois du chef de l'église orthodoxe russe, qui bénissait ces chasseurs-bombardiers. Comme l'annexion de la Crimée a été bénie par l'église orthodoxe, très officiellement, à la demande, naturellement, du camarade Poutine. Écoutez, bon... Okay. Donc là, on est manifestement sur une instrumentalisation du religieux au profit du politique. Je dis instrumentalisation car je crois que M. Poutine lui-même n'y croit pas. Il en fait un instrument, il n'y croit pas. En tout cas, il n'a jamais démontré le contraire. Et on regarde son ancien métier. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il le fait, pas seulement, mais entre autres, face à deux autres... mondes confessionnels, allez, on va les appeler comme ça pour faire très court, parce que j'ai pas beaucoup de temps, qui est d'une part l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il est islamophobe ou anti-musulman, ça veut dire qu'il y a une vingtaine de millions de musulmans en Russie, que la guerre en Tchétchénie a été extraordinairement cruelle, qu'il y a eu des attentats en Russie, et qu'il faut montrer que la Russie, que l'orthodoxie en Russie, c'est pas la religion d'État, mais c'est une religion nationale. Et puis, il faut aussi le montrer face à l'Église catholique polonaise. C'est vieux, ça. Hein. C'est pas nouveau, ça. Hein. Ce qui est formidable, je vais vous dire. Je vais vous dire.
les historiens, par rapport aux géopolitologues, ils ont un super avantage. Ils savent qui a gagné la bataille. Nous, on nous demande des futurologues. Mais enfin, il y a quand même des sacrées constantes, hein, géographiques, puis mentales, religieuses, culturelles, etc. Bien. Un troisième exemple. J'en ai un quatrième ensuite seulement. Puis je passe à mon deuxième phénomène contemporain. L'instrumentalisation du religieux au profit du politique, troisième exemple, ne touche pas que les monothéismes. Prenez le cas de l'Inde. Monsieur Modi, qui a été réélu triomphalement à la tête du BJP, en Inde, donc, il joue ou il surjoue les références liées spécifiquement à l'hindouisme, qui est moins une religion qu'une philosophie orientale. Bon, face à qui? Évidemment, face au Pakistan. Face au Pakistan. Le Pakistan, dont on oublie quand même de rappeler qu'il se comporte à la manière d'une république islamique depuis sa création en 1947. Hein. Pakistan, ça veut dire le pays des purs. Des purs face à qui? Face à quels impurs? Si on est pur, il y a des impurs. Hein. Il y a des ténèbres parce qu'il y a du jour et vice-versa. On est bien d'accord. Bon. Donc, face aux adorateurs des singes, des éléphants, etc. Donc, au Pakistan, c'est pas nouveau, cette instrumentalisation. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu à la tête du pouvoir pakistanais des moines soldats, comme le général Zia dans les années 80, bon, des gens souvent assez hallucinés. Aujourd'hui, en Inde, il y a une montée en puissance du dispositif référentiel de l'hindouisme face, bien sûr, au Pakistan sur la question très grave du Cachemire. Et puis, éventuellement aussi, face à la minorité, petite minorité, c'est-à-dire 180 millions de personnes, musulmanes en Inde, hein, histoire qu'elles se tiennent plus ou moins tranquilles. Bien, ça c'est intéressant. Alors, je vous passe rapidement les Israéliens et les Palestiniens qui en font tenter plus hein, là-dessus, ça date pas d'hier. Bolsonaro, au fond, pas tellement parce qu'il y croit. Alors lui, alors ça, on peut pas lui reprocher d'instrumentaliser. Ah mais Bolsonaro, il est, je vous l'ai dit, évangéliste au dernier degré. Il n'y a aucun problème pour lui, là, et il est en train de commencer à appliquer ce qu'il a affirmé, ce qu'il a promis pendant sa campagne électorale. Bon, alors, moi, je trouve ça relativement inquiétant, mais c'est un avis personnel. Mais enfin, en tout cas, on peut pas, lui, je le mets pas exactement dans le même sac. Erdogan non plus. Monsieur Erdogan a toujours été extrêmement proche d'un islam politique dur, voire de l'islamisme, extraordinairement proche des frères musulmans. Il le démontre d'ailleurs depuis maintenant pas mal d'années, même si, après son arrivée au pouvoir en 2003, pendant quelques années, il a tenté de nous rassurer. Allez, on va dire ça comme ça. Et il pourrait y avoir d'autres exemples, y compris en Europe. Regardez ce qui se passe en Europe orientale. Hein. Il y a des pays d'Europe centrale et orientale où la déchristianisation est allée aussi vite, parce qu'elle est pratiquement achevée maintenant en France, enfin en tout cas qu'en France, les églises sont aussi vides, mais où on vous répond à chaque fois que vous dites, écoutez, franchement, vos référentiels religieux, enfin, vos églises sont vides. Oui, mais ça ne deviendra pas des mosquées comme chez vous. Bon, alors, bon. Après, il y a beaucoup de débats derrière ça. Moi, je pense que c'est très largement fantasmé. Bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, je ne suis rien ni personne pour leur dire, écoutez, arrêtez de vous moquer du monde. C'est une représentation, c'est subjectif. Je leur laisse, en quelque sorte. Mais c'est une information, c'est très intéressant. Donc, on a affaire à des États dont les régimes politiques ont manifestement besoin de cet instrument collectif, référentiel religieux, même si les gens ne pratiquent pas concrètement. Hein, sur le terrain, c'est vraiment ce que j'appelle une religion nationale, pas une religion d'État, une religion nationale. C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des références, c'est à cela qu'on fait qu'on met en avant sur un piédestal pour bien montrer aux autres qu'eux n'en sont pas. C'est très intéressant à suivre et il faut le suivre. Ça, c'est une corde extrêmement sensible dans la recherche et l'analyse géopolitique. Deuxième phénomène très contemporain, le chaos dans le monde arabo-musulman. Le monde arabo-musulman, je considère qu'il est en guerre civile. Il y a environ 1,8 milliard de musulmans dans les 57 États musulmans. Je vous rappelle qu'il y a 193 États recensés à l'ONU, 57 États majoritairement musulmans, où la charia est appliquée de manière extraordinairement variable. En Arabie Saoudite, on ne l'applique pas comme en Tunisie, comme en Ouzbékistan ou au Sénégal, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par ailleurs, à peu près 300 de millions de musulmans, par ailleurs, notamment en Inde, je vous l'ai dit, qui n'est pas un État musulman. Donc, on a environ 1,8 milliard de personnes dans ces États musulmans, et nous avons une véritable guerre civile, donc guerre interne, entre les chiites et les sunnites. Si vous avez des questions à poser là-dessus, j'y répondrai tout à l'heure. Pour l'instant, je débroussaille. C'est pas la première fois, ça n'a pas toujours été le cas.
D'ailleurs, ce n'est pas le cas partout, mais au Moyen-Orient, c'est devenu extrêmement vif. Vous apprécierez la litote, notamment en Syrie, entre chiites et sunnites, mais derrière les chiites, il y a bien évidemment l'Iran, donc la puissance tutélaire et protectrice du chiisme, en tout cas elle se veut telle, et face à donc l'Arabie saoudite, pareil du côté sunnite. Et les rivalités très dures, à 4 niveaux d'ailleurs, entre ces deux États, vous voyez, créent une espèce de, ce que j'appelle une espèce de guerre froide. C'est-à-dire que l'Iran n'attaque pas l'Arabie saoudite, qui n'attaque pas l'Iran, pour des raisons qu'on pourra développer tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que se créent autour de ces deux pays des alliances, comme se sont créées des alliances au moment de la vraie grande guerre froide entre soviétiques et américains, mais on ne se bat pas directement. On peut pas. Enfin, on considère qu'on peut pas. Donc, ce qui est déjà pas mal. Mais en revanche, on se bat par communauté ou État interposé. Ça, au Yémen, c'est extrêmement violent. Extrêmement violent. Okay, bon, en Syrie, bien sûr, ça l'a été, etc. Et c'est pas tout. Dans ce même monde musulman, il y a un deuxième spectre dans cette double guerre civile, chiite, sunnite, et nationaliste, islamiste. Regardez ce qui se passe en Égypte. On revient 50 ans, 60 ans, 70 ans en arrière. Le schéma est quasiment identique. À l'époque, c'est Nasser, Gamal Abdel Nasser, qui luttait contre les Irwan, donc les frères musulmans, qui avaient quand même décidé de le tuer. Et Nasser n'aimait pas qu'on tente de le tuer. C'était un avis personnel, eh bien voilà, il l'a fait partager et il a fait pendre Sayed Qutb avant que lui-même soit abattu. Bien, les frères musulmans qui d'ailleurs plus tard abattraient l'homme de paix, Anwar al-Sadat, qui a fait la paix avec Israël en 81. Bien, donc ils avaient quand même de la suite dans les idées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, l'État le plus nombreux, le plus central et le plus puissant, admettons, enfin bon, l'un des plus puissants en tout cas du monde arabe, ou l'un des moins impuissants. En Égypte, vous avez Al-Sisi qui lutte très farouchement contre les frères musulmans. Bon. Et c'est vrai dans la plupart des autres pays musulmans. Vous avez d'un côté des nationalistes qui suivent l'idée de Watan, en arabe c'est la nation, donc c'est un petit peu à l'occidental en quelque sorte, un concept qui a été importé dans le monde arabe en particulier depuis la France et l'Allemagne, et les islamistes qui, eux, suivent le concept d'Umma. C'est la maman en arabe. L'Umma, c'est la grande communauté des croyants, un concept très évanescent, qui est difficile à définir, mais qui est très protecteur, qui est assez démographique, qui est moral, qui en principe représente et inclut l'ensemble des communautés musulmanes partout où elles se trouvent sur la planète. Bien. Eh bien, cette double guerre civile, aujourd'hui, elle est extrêmement violente, et je vais vous poser la question suivante. Savez-vous pourquoi en Syrie, en 7 ans et demi de guerre civile et de guerre, il y a eu entre 4 et 5 fois plus de tués qu'en 70 années de guerres israélo-arabes, tout conflit confondu. Et avec une majorité de civils cette fois-ci, alors que les guerres israélo-arabes, souvent faute de combattants arabes, au bout d'un moment, ça s'arrêtait très vite puisque les armées arabes avaient le bon goût de se faire écraser. Bon, donc ça s'arrêtait assez vite. Et c'était des guerres de haute intensité, où étaient utilisés des chars, des avions, des bateaux, etc. Là, il y avait souvent, chez les combattants face à Assad, il n'y avait pas autant. Eh bien, ça a fait entre 4 et 5 fois plus de tués. On est sur quasiment un demi-million de tués sur l'espace de quelques départements français. C'est parce qu'en Syrie, vous avez été... Aujourd'hui, c'est quasiment terminé. Assad a gagné, grâce à l'Iran et la Russie. Vous êtes exactement au croisement de ce double spectre de la guerre civile qui prévaut au sein du monde musulman. Au pouvoir, un chiite, un alaouite, donc d'extraction chiite, disons, Assad, nationaliste, face à une grande majorité de combattants, d'opposants et de combattants sunnites et islamistes. C'est à la vie, à la mort. Ça a été une violence inouïe, en tout cas dans cette région, inouïe. Je finis avec mon deuxième phénomène géopolitique, consacré donc à ce monde arabo-musulman. La France et l'Europe sont directement touchées. Je ne vais pas vous l'apprendre, on en est à plus de 250 morts en quelques années en France. La France n'est pas étrangère pour plein de raisons à cette... D'abord, elle est extrêmement
proxime d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique bien sûr aussi, notamment avec le Maghreb, mais aussi avec le Levant, la Syrie et le Liban. Bon. Et puis la France joue une partition tout à fait claire, assumée, sur le plan à la fois culturel, mais aussi politique et militaire, au Proche et au Moyen-Orient. Vous le savez très bien, on est intervenu et on intervient de manière extrêmement forte. Bon, donc rien de ce qui touche la Méditerranée, évidemment, n'est étranger à la France. De l'autre côté de la Méditerranée, vous avez le monde arabo-musulman. On va continuer à être pris pour cible, pour différentes raisons, mais pas seulement par les islamistes radicaux, et pas seulement parce que ici les femmes sont libres et que tout le monde peut se marier avec tout le monde, et que la République française, mon Dieu, je veux dire heureusement, est très à cheval sur la laïcité, et parce que nous sommes une démocratie. Oui, pour tout ça, nous sommes touchés. Mais aussi parce que certains terroristes nous reprochent d'être à la solde de tel ou tel camp dans le cadre de cette guerre qu'eux-mêmes mènent dans d'autres théâtres d'opération. Et c'est pas terminé. Mais rassurez-vous, je finis par une bonne nouvelle. Ça, c'est pas terminé par contre. J'ajoute un point, c'est que le monde arabe, lui, est littéralement effondré. Il y a 22 États arabes, environ 300 millions de personnes dans ces 22 États. Là, le délitement a commencé en 91 avec l'effondrement de la Somalie. Restore Hope, pour ceux qui ont vu La Chute du Faucon Noir, le film, ça parle un petit peu de ça. Enfin, en tout cas, c'est dans ce contexte-là. La Somalie, bon, c'était très, très périphérique, puis c'était pas un État puissant. On n'a pas tenu vraiment compte de ça. Mais ensuite, il y a eu l'effondrement de l'Irak, 2 fois d'ailleurs. Et puis, avec le printemps arabe, l'effondrement de plusieurs régimes. Enfin, non seulement régime, mais État complet. Qu'est-ce que la Libye aujourd'hui? Qu'est-ce que le Yémen aujourd'hui? Est-ce que ce sont encore des États-nations? Non. Non, clairement non. La Syrie, oui, Assad est toujours au pouvoir sur un champ de ruines. Et puis rien ne dit d'ailleurs que la Syrie demeurera un seul État. Moi, je pense qu'il y aura partition à terme. Pareil pour la Libye. On verra. Enfin, si vous avez des questions, j'y répondrai. Mais c'est vrai pour une grande partie du monde arabe. Et les États arabes qui n'ont pas été trop durement touchés par les suites du printemps arabe, là je parle des États, des objets institutionnels, je ne parle pas des populations, qui ont été très courageuses, ils ont été durement affaiblis. Non seulement affaiblis par la suite des printemps arabes, mais affaiblis par un nouveau rapport de force énergétique que vous connaissez, je pense, pour le coup par cœur, et pour certains mieux que moi, c'est l'explosion des schistes nord-américains. Bon, là, il est bien clair que ça introduit un nouveau biais sur la cherté et la rareté, donc, c'est lié bien sûr, du pétrole. Et regardez ce qui s'est passé, je vous donne un seul exemple. Lorsque la Libye s'effondre en 2011, la France n'a pas été étrangère à cette situation. La Libye, c'est environ 2% des exportations du pétrole mondial, puis un petit peu plus en gaz naturel, je crois. Et ça a eu zéro effet. Pas d'effet, quoi. Aucun effet, aucun. Donc vous pouvez ajouter quelques pourcents par-ci par-là. L'Arabie Saoudite mettra un peu plus d'huile sur les marchés, et puis si c'est pas eux, de toute façon c'est les Canadiens, les Américains. Donc là on a un appauvrissement de cette rente qui était déjà pas terrible. La rente c'est pas terrible, je finirai par ça tout à l'heure. Mais alors là, donc on est dans un double chaos. Le monde arabo-musulman de manière générale et le monde arabe en particulier qui est tout à fait affaibli, effondré, qui est extrêmement morcelé. En particulier parce qu'il y a en face l'Iran, ce qui pousse un certain nombre de chancelleries arabes à se rapprocher d'Israël et à reconnaître Israël et à oublier totalement. Alors pour le coup, la question palestinienne, c'était un conflit, c'est devenu un contentieux. Aux yeux de beaucoup de chancelleries, c'était un conflit à régler, c'était très embêtant. Aujourd'hui, c'est un vulgaire contentieux, mais même dans les chancelleries arabes, on considère ça. Troisième et dernier phénomène géopolitique contemporain, très important me semble-t-il, puis je conclurai sur mes 2 points. Le possible délitement de l'Union européenne. Moi, je vous le dis, j'assume tout ce que je dis, ce que je fais. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que je dis et avec ce que j'écris. Il y a des psys dans la salle, c'est mieux, non? C'est mieux. Donc, moi, je suis français, moi, je suis patriote. 3 de mes 4 grands-parents ne sont pas nés en France, ont été ramassés en Europe orientale dans les années 20, au moment où on manquait de bras et de soldats. Donc, on ramassait tout ce qui traînait, dont mes grands-parents. Bon, voilà, la nation, enfin, la République et la nation en ont fait d'excellents citoyens. Et moi, en tout cas, et voilà, mes parents ont été des bons citoyens aussi. Et moi, j'espère être un bon citoyen et mes gamins aussi. Donc, et je suis extrêmement républicain. Et je suis patriote. Donc, moi, je suis d'abord ma représentation. Je me mets sur le plan de travail. Et c'est d'abord c'est l'attachement à la France. Mais je suis aussi européen, pas seulement objectivement parce que je vis sur ce continent. Je pense que c'est un projet qui est chouette. Et il est de plus en plus chouette face à cet surinvestissement du religieux au profit politique d'un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs de pays alliés et amis comme les États-Unis, on l'a vu, face à la montée en puissance, d'abord économique, on verra plus tard,
D'abord économique de la Chine, d'abord économique. Une montée en puissance beaucoup plus rapide et importante que ce qu'on avait cru. Et là, je parle notamment de la Méditerranée. On n'attendait pas des Chinois, en tout cas les investissements chinois aussi lourds et aussi réussis en Méditerranée avant quelques années ou avant une décennie. Là, c'est un déferlement de puissance. Là. Et face à cela, nous avons un phénomène concomitant, qui d'ailleurs est parfaitement démocratique. Comme disait Bertolt Brecht, on ne dissout pas le peuple. On peut dissoudre une assemblée, hein. Bien, en Israël récemment, M. Macron peut le faire, bon, mais on ne dissout pas le peuple. Hein, donc, vous voyez, quand les gens votent démocratiquement une fois, 2 fois, 3 fois pour M. Orban, 5 fois pour M. Erdogan, 3 fois pour M. Netanyahou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être 2 fois pour M. Trump. Alors on peut ne pas être content, mais on peut considérer que vraiment, ils se sont fait balader. Bah, oui, non mais d'accord. Enfin, je veux dire, alors là, attention, parce que ce genre d'interprétation, c'est très réducteur du caractère, du niveau de conscience citoyenne de celui qui met son bulletin dans l'urne. Hein. Et puis la marche suivante, c'est non mais lui, il rend trop bête. Non, lui, il ne faut pas lui donner le droit de vote. Bon, vous voyez bien où ça mène. Et en même temps, on l'a bien vu au début des années 30, dans certains pays européens très très proches de la France, la démocratie, ça peut mener ses pires ennemis au pouvoir. Mais qui décide? Pas Dieu le Père. C'est les hommes eux-mêmes. Ce sont les gens eux-mêmes en utilisant la démocratie. Bon, enfin, on n'en est pas là aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de l'Europe, la quasi-totalité en fait, des pays d'Europe orientale qui nous ont rejoints en 2003 et 2004, bon, Malte étant un cas à part, mais les pays du continent, aujourd'hui se dotent, continuent de se doter de gouvernements qui sont non seulement ultra-conservateurs, mais qui ont une représentation de l'Europe, de l'Union européenne, de ses projets, de ses valeurs, substantiellement différentes de ce que nous autres, en Europe occidentale, attendez, en Europe occidentale, je disais ça avant 2018, parce que les Italiens, ils sont en Europe occidentale. Hein. Voilà. Et puis les Anglais s'en vont. Il reste la France et le Benelux. Bon. Donc, non, mais quelques autres pays aussi, Portugal. Bon. Donc, bah oui, mais vous voyez, mais vous avez raison, mais oui, vous ricanez, mais ce qui est terrible, c'est que, et moi aussi, c'est-à-dire qu'on va se retrouver là dans une situation extrêmement dangereuse. Il ne s'agit pas de revenir aux années 30. Pour l'instant, et je pense pour longtemps, il n'y a pas de menaces militaires internes ou externes. Nous sommes dotés, notamment la France et la Grande-Bretagne et quelques autres pays, d'une puissance militaire absolument considérable. Et puis surtout, en face, il n'y a personne. M. Poutine, il s'occupe de la Crimée, peut-être demain de l'Ukraine, je ne sais pas, il faudra voir. L'Union européenne et l'OTAN, il réfléchira à 2 fois. C'est quelqu'un qui réfléchit, pas forcément très, très, très sympathique, mais en tout cas, il réfléchit. C'est quelqu'un de pondéré et qui maîtrise parfaitement les rapports de force. Bon. Donc, il est assez stable. Et puis au sud, il n'y a rien. Donc, je ne crois pas à une menace, à un risque sécuritaire ou militaire. Mais le risque de perte, au moins partielle, de notre souveraineté à chacun, je veux dire chacun des États composant l'Union européenne, parce que rachat de la dette souveraine par un pays susmentionné il y a quelques instants, ça, là, oui, je commence à le craindre. Je pense qu'on doit commencer à le craindre. Et si, en ce moment, on n'est pas unis là-dessus, alors là, ça est bien évident que les Américains et les Chinois vont s'en donner à cœur joie, et ce sera de notre faute, parce qu'au fond, aux Européens, je veux dire, on est pratiquement 500 millions, peut-être un peu moins maintenant avec le départ des Anglais. Bon. Enfin, et sur le plan ingénierial, sur le plan militaire, sur le plan démographique aussi, même sur le plan démographique, sur le plan militaire, tous les voyants sont au vert. On a tout pour incarner une grande puissance complète, une grande puissance qui s'assume, qui peut faire, empêcher de faire. Bah oui, si on ne le veut pas, écoutez. Hein. Vous savez, souvent la géopolitique, c'est comme la nature, à l'horreur du vide, et bien souvent, vous reculez, l'autre avance. Enfin, je dirais, on le voit en Afrique avec les Chinois. Vous reculez en matière en termes de puissance ou d'influence. Ah ben quelqu'un d'autre ira. Hein. Mais c'est quasiment mécanique. Bien. Donc c'est pas encore fait. J'ai beaucoup d'espoir. C'est pas encore fait. Je pense d'ailleurs que de ce point de vue-là, la France a un vrai rôle à jouer, et aujourd'hui, sans faire de politique intérieure, on n'est pas là pour ça, je ne suis pas de toute façon encarté, je ne suis pas militant, mais enfin là, aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, la France montre une voie différente, et du coup, sans les Anglais, on devient quelque part leader de quelque chose, hein, et c'est tant mieux. Et donc rien n'est joué, rien n'est perdu, mais je pense que le possible délitement de l'Union européenne aura des conséquences géopolitiques fondamentales.
Je vais conclure pour ne pas dépasser le temps qui m'était imparti et que j'avais déjà décidé de ne pas respecter. 2 points conclusifs. Le premier, et là, ça doit vous concerner très directement. On me dit, tu sais, il faut vraiment que les entrepreneurs, ils sont là, ils tricotent pas. Hein. Les entrepreneurs, je sais, j'interviens très souvent pour l'APM et pour beaucoup d'autres groupes, instances, collectifs liés au monde de l'économie et de l'entreprise. On n'est pas là pour tricoter. La valorisation du savoir. La valorisation du savoir. Les Hittites ont vaincu un jour les Égyptiens parce que pour la première fois, ils utilisaient des épées de fer. Les Égyptiens avaient encore des épées de bronze. Moi, je manie mal l'épée. Mais je me dis bien que le bronze, ça s'émousse et c'est moins tranchant, et surtout c'est beaucoup plus lourd à manier. Bon, eh bien, après Kadesh, les Égyptiens se sont mis à se battre avec des épées de fer. Voilà. Et ils ont remporté plein de victoires. La valorisation du savoir, à la fois sur le plan civil et sur le plan militaire, vous permet de développer de fabriquer des outils à forte plus-value, à haute valeur ajoutée. C'est bon pour votre balance commerciale, c'est bon vis-à-vis de vos alliés face auxquels vous n'avez pas nécessairement besoin, donc auprès desquels vous n'avez pas besoin d'acquérir des armes parce que vous les faites vous-même, ou vous pouvez en produire. Regardez ce qui passe en France. Hein. On est, pour l'instant, une partie de notre balance commerciale est à peu près sauvée par l'industrie de l'armement, entre autres. On a beaucoup d'autres fleurons encore, mais enfin, ça c'est très important. Et par conséquent, c'est positif à tous les niveaux. Et j'ajoute que ça évite, alors pas pour un pays comme la France, qu'on a assez peu de pétrole, mais ça évite de jouer sur la rente. Il ne faut pas jouer sur la rente. Pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes l'inverse de rentier. Bon. Il faut absolument progresser, c'est-à-dire fabriquer des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouveaux produits, toujours avancer, d'une manière ou d'une autre. Les États qui jouent sur la rente, pas seulement la rente pétrolière, mais ce qu'on appelle en géopolitique la malédiction du pétrole, vous voyez bien où ils en sont. Bon, vous allez me dire la Norvège. La Norvège est un cas tout à fait à part. Mais regardez, enfin, les États africains, moyen-orientaux, parfois asiatiques, enfin, c'est simplement catastrophique au bout du compte. Donc, la valorisation, investissez si vous avez de quoi investir, si vous voulez investir. Moi, quand on me pose la question, où est-ce qu'il faut investir, je dis, d'abord, j'ai rien à investir. Et puis, je ne sais pas. Ah si, excusez-moi, j'ai peut-être quand même une idée. Et je dis toujours, allez là où on valorise le savoir. Tous les savoirs, notamment, bien sûr, le high-tech, bien sûr, le savoir technologique, notamment. Prenez des exemples, des cas intéressants comme la Corée du Sud, dont le sous-sol ne regorge pas de richesses naturelles commercialisables. Le cas d'Israël est emblématique. Prenez le cas d'Israël. Ils ont trouvé un peu de gaz naturel maintenant offshore. Enfin, franchement, en dessous, à part un peu de sainteté, bon, et ça ne rapporte pas grand-chose. Donc prenez le cas de la Suède. Bon, Singapour, évidemment, depuis longtemps, etc. Vous avez comme ça des pays qui, a priori, démographiquement et économiquement, sont à l'origine, enfin, oui, au départ, partent assez mal, et ils valorisent le savoir. Et regardez la Chine qui met plus de 4% de son PIB dans la recherche et le développement. Les États-Unis sont à plus de 3. Israël, ça touche pratiquement 5. La Corée, ça doit être 4 ou 5. L'Union européenne, 1,8. Mais c'est pas vrai, quoi. Mais c'est pas vrai. On les a, les ingénieurs. On en a plein, des ingénieurs. Avec 1,8, ah bah si c'est nous qui trouvons le produit de substitution magique au pétrole, c'est qu'on aura eu de la chance. Ou on aura prié, sauf qu'on ne prie pas en France. Bon, donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, la valorisation du savoir, si vous croisez ça avec un minimum de stabilité politique et, je dis bien un minimum d'absence de corruption, ou en tout cas une corruption administrative ou politique modeste, allez, là non seulement vous récupérez vos billes, mais de manière sans aucun doute magistrale. La conjugaison des deux, mais notamment, j'insiste, les États dans lesquels, et les populations au sein desquelles, et à la tête desquelles, on valorise le savoir. Enfin, et ça, écoutez, pour l'instant, c'est encore pas mal l'Occident, même beaucoup l'Occident, Amérique du Nord et Europe, on peut toujours l'appeler vieux continent, vieux, je sais pas, mais il y a encore plein de choses à faire ici. Et puis, bien sûr, l'Asie orientale au sens large du terme. Pas que la Chine, d'ailleurs. Les Vietnamiens s'y mettent très bien. Les Japonais, ça fait très longtemps, mais ils continuent. On les a oubliés, mais ils continuent à progresser. L'Australie, bien sûr, etc. Enfin, tout à l'heure, Jean-Christophe disait, mais attends, mais tu vas les faire sourire quand même avec toutes tes horreurs, là, ou comment c'est ça? Je dis, oui, mais je garde pour la fin, ça, parce que sinon... 2018, 2017, puis mieux encore 2018. Et pour l'instant,
moitié 2019, sont des années, ont été et sont des années parmi les moins meurtrières depuis 1945. Il y a vraiment que les Français, pour répondre enquête d'opinion après enquête d'opinion, que tout va mal sur cette terre des hommes. Normal, on s'est pris beaucoup de coups ces dernières années, on n'a pas le moral. Je peux le comprendre, je n'étais pas en 2 ans sous protection policière, donc moi Charles était un copain, hein, donc vous voyez, Bernard Marie c'était un copain, donc il n'y a pas de problème. On a vraiment subi des coups très durs. Mais mon maître Yves Lacoste nous apprenait à l'époque en DEA, en master à l'époque, avant même la thèse, à adopter le regard du prince, et je conclurai par ça. Vous prenez le globe terrestre et vous tentez le plus objectivement le possible, le plus rationnellement possible, en laissant vos sentiments ou vos perceptions, vos représentations, le plus possible pour un moment d'observation, de côté. Et vous regardez quelles sont objectivement les menaces les plus graves, et avant même de parler des menaces c'est une supputation. On me dit, ouais mais demain il risque d'y avoir la guerre entre, oui puis demain il peut pleuvoir. D'accord, mais concrètement, ces dernières années et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que depuis 1945, on n'a quasiment jamais, quelques cas de figure près, on n'a quasiment jamais aussi peu fait la guerre. L'Amérique du Nord est en paix et en démocratie. Bon, vous me direz que ça fait quand même longtemps. D'accord, ok. L'Amérique du Sud, y compris l'Amérique centrale, dans les années 70, 80, 90, jusqu'aux années 2000, ça a été très dur. Et je vous épargnerai, parce que j'ai vraiment pas le temps, le cône latino-américain dans les années du milieu du 19e siècle, où ça a été des boucheries sans nom. Enfin, je veux dire, c'est bon. Et j'ajoute que dans le cône latino-américain, à quelques exceptions vénézuéliennes pénibles près et cubaines près, on est même plutôt en démocratie. Vous êtes tous trop jeunes pour avoir connu les années 70. Bon. Beau gosse, hein. Mais bon, pour les dames que je dis ça. Dictature dans les années 70. C'est même pas le cas aujourd'hui. L'Afrique, il faut arrêter de dire que l'Afrique est en guerre. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, avait dit dans les années... il connaissait parfaitement le poids des mots en français, parfaitement francophone. Il avait dit de l'Afrique des Grands Lacs et du Soudan, donc une grande partie de l'Afrique centrale, ici c'est l'enfer sur Terre. Les mots ont un poids. L'enfer sur Terre. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le génocide des Tutsis rwandais de 1994. Mais on dit qu'aujourd'hui, l'Afrique est en guerre. Amnesty International établit une fourchette de 4 à 6 millions. Vous voyez la fourchette entre 4 et 6 millions. On ne sait même pas de tuer essentiellement des civils pendant les guerres qui ont ensanglanté l'Afrique centrale. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque aujourd'hui, malheureusement, des situations parfois très violentes en Centrafrique ou en Somalie que j'évoquais tout à l'heure. De quoi parle-t-on par rapport aux années 90 ? Et je vous épargne ce qui s'est passé encore avant. Bien. L'Asie. Oui, il y a des tensions entre l'Inde et le Pakistan, c'est pas nouveau, il y a déjà eu 3 guerres, la 4e sera nucléaire. Alors vaut mieux pas qu'elle ait lieu. Okay ? Pour l'instant, il n'y a pas la guerre au Cachemire. Il y a eu, il n'y a pas. Et vous allez voir pourquoi, je vais voir où je veux revenir, puis après je conclurai, promis, puis vous allez voir où je veux en venir. Il n'y a pas pour l'instant, pas de guerre en Asie. L'Océanie, c'est en général assez calme, ça, je vous rassure, ça risque pas de... Globalement, à Nauru, on est assez tranquille. Donc ça va. L'Europe des années 90, mais elle est caractérisée par quoi, l'Europe des années 90 ? Par la Yougoslavie. Et puis comme disent les Jones, ça a faillité quand même. Bien, aujourd'hui, non. Bon, et la situation en Ukraine orientale, elle n'est pas géniale. Il y a eu malheureusement plusieurs centaines de victimes. J'en suis très très désolé, sincèrement. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle une guerre de haute intensité, même pas de moyenne intensité. Tout ça pour vous dire qu'on n'a jamais autant négocié. On n'a jamais autant négocié. Pour 2 raisons. D'abord, on a peur de la guerre. Comme à la bonne époque de la dissuasion nucléaire. On a peur de la guerre même entre petits pays qui n'ont pas grand-chose, qui ont plus d'arbalètes que de fusils, entre guillemets, bien sûr. Intéressant. On a peur des conséquences de la guerre. Très intéressant. Ça, c'est dissuasif. Et la deuxième raison, c'est qu'on pense que ça rapportera plus de ne pas la faire, cette guerre potentielle, que de la faire. Très intéressant. Parce que vous avez plein de chefs d'État depuis la nuit des temps qui considèrent que, vous savez, c'est ce que disait Clausewitz, au fond, une guerre, c'est comme une transaction commerciale, sauf que le sang ne coule pas dans une transaction commerciale. Pour le reste, je la fais si j'ai besoin de la faire. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, vous connaissez ça par cœur. Bon. Donc là, même si je ne suis pas très, très, très nanti, si je la fais, ça va être encore pire. Je préfère pas. Génial !
Et donc, à la fois cause et conséquence, on n'a jamais autant négocié entre États et ONG, entre ONG et GAFAM, GAFAM, État, etc. etc. C'est médias, État, etc. On n'a jamais autant négocié. Même lorsque, dans ce grand théâtre, parfois théâtre d'ombre, que constitue la planète diplomatique, on s'envoie des mots ou des tweets incendiaires. C'est pas négligeable et parfois c'est dangereux. Il vaut mieux éviter. Les accidents sont toujours possibles, les dérapages sont possibles. En général, et de plus en plus, derrière, on fait gaffe. 2018 a été une année très pacifique, où la démocratie est globalement tient relativement bien le coup, en dépit de ce que je vous ai dit de certains pouvoirs, notamment en Europe. Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Dans toute société, il y a des rapports de force. Et une société, c'est à partir de 2. On ne forme pas une société, de 2 à 7 milliards et demi, on est en société. Il y a des rapports de force. Une société sans rapport de force, cela n'existe pas. Mais, et je finirai par cette bonne nouvelle, mais ce n'est pas une nouvelle quand même, enfin, j'espère que si c'est une nouvelle, c'est très bonne, et prenez-la comme telle, les rapports de force ne dégénèrent que très exceptionnellement en usage de la violence. Merci.